Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre ce matin la suite de l'examen du projet de loi sur l'agriculture, un texte dont l'objectif est de prendre le virage de l'agroécologie. Alors l'idée est de produire plus avec moins d'eau, moins de chimie, moins d'énergie pour renforcer la compétitivité de l'agriculture. Alors pour encourager cette conversion, le projet de loi prévoit notamment la création de groupements d'intérêt économique et environnemental au sein desquels les agriculteurs pourraient se regrouper et bénéficier d'aides préférentielles. Sachez enfin que le rapporteur de la loi ici au Sénat, Didier Guillaume, qui est sénateur socialiste de la Drôme, a surtout souligné qu'il ne fallait pas opposer les agricultures entre agriculture bio et agriculture conventionnelle. Voilà, tout de suite, je vous propose de se diriger vers l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est avec grand plaisir que je prends la parole ce soir pour cette première lecture au Sénat de la loi d'avenir portant sur l'agriculture. Je suis d'autant plus heureux que je connais l'assiduité des sénateurs, leur pertinence, quelquefois leur impertinence d'ailleurs, mais surtout la connaissance qu'ils ont ici des choses de l'agriculture, des territoires et de la ruralité. Je ne pourrais pas commencer ce débat sur l'agriculture sans rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Et faire ce rappel consiste pour moi à dire que l'agriculture participera pleinement au redressement productif de notre pays, que ce soit l'agriculture en tant que secteur de production, l'industrie agroalimentaire dans toute la diversité qui est la sienne, et puis l'ensemble des économies au niveau local et régional qui se développent et que nous devons développer. Ça fera sûrement l'objet des débats que nous aurons ensemble. L'agriculture, je l'ai souvent entendu d'ailleurs à propos de la loi d'avenir, et cette loi n'aurait pas intégré les grandes dimensions économiques de l'agriculture, ou pas suffisamment. Comme si l'agriculture devait avoir une loi qui serait différente des grands enjeux qui ont été fixés par le président de la République, présentés dans le cadre du discours de politique générale par le Premier ministre et aujourd'hui ici au Sénat. Notre pays a connu un recul en termes de présence sur les marchés à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale. Il l'a connu d'ailleurs en même temps que l'ensemble de notre industrie. On doit donc faire ce constat et se dire tout simplement que l'enjeu de ce redressement, je l'évoquais, pour notre pays, passe par l'agriculture, par l'industrie, et l'agriculture doit bénéficier des mêmes objectifs, des mêmes mesures qui valent pour le reste de l'économie et en particulier pour l'industrie. Le pacte de responsabilité et de solidarité concerne l'agriculture. La baisse des charges qui a été proposée, qui va être mise en œuvre dans le cadre du pacte de responsabilité, concerne l'agriculture et les agriculteurs, en particulier pour les 1 milliard d'euros qui seront consacrés aux travailleurs indépendants. Il va de soi que dans ces travailleurs indépendants, il y a les agriculteurs. De la même manière que les baisses de charges qui sont proposées autour du SMIC et au-delà bénéficieront à l'agriculture. De la même manière que le crédit d'impôt compétitivité emploi bénéficie à l'agriculture, même si en étaient exonérées malheureusement les coopératives agricoles qui bénéficieront par contre de toutes les exonérations de cotisations sociales qui ont été prévues dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. Donc l'agriculture s'inscrit pleinement, je l'ai dit, dans la logique du redressement productif. Elle est partie prenante de ce redressement nécessaire de la production en France
de la production agricole dans toutes ses dimensions et dans toute sa diversité. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on intègre. L'agriculture a une spécificité. On n'est pas comme dans l'automobile. Il n'y a pas simplement 2 constructeurs. Et même plusieurs d'ailleurs, si on prend ceux qui sont des constructeurs qui sont venus de l'étranger investir en France. L'agriculture, c'est des agriculteurs, c'est des exploitations agricoles, c'est des diversités de paysages, de terroirs, c'est des produits agricoles avec des signes de qualité, c'est des circuits qui peuvent être courts, des circuits moyens, des circuits longs, c'est la dimension de l'exportation. Et on exporte d'ailleurs tout un tas de produits, entre les produits de luxe, que sont par exemple le champagne, et les produits de base, qui peuvent être les céréales. Et même la clairette, comme le dit le rapporteur. On est dans l'agriculture, dans cette diversité des productions, diversité des produits. Mais on est aussi dans le domaine de l'économie. Donc cette loi d'avenir, elle a pour objectif de définir, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune qui a été négociée et qui va se mettre en œuvre en 2015, de définir le cadre dans lequel nous souhaitons inscrire les exploitants agricoles de France pour préparer justement l'avenir de demain pour notre agriculture, j'allais dire pour nos agricultures. Les objectifs ont été fixés, ont été donnés par le président de la République, en particulier dans son discours à Cournon. Il fallait rééquilibrer les aides pour tenir compte des difficultés que rencontre l'élevage. Il fallait assurer les compensations pour tous les handicaps, parce que s'il y a un sens à donner à la politique publique, c'est bien celle qui consiste à dire, là où il y a de l'handicap, il faut qu'on puisse le compenser pour maintenir l'activité agricole. Et puis, il s'agit aussi d'engager une mutation avec l'intégration de la dimension environnementale. Ça sera l'objet du débat, ici au Sénat, comme ça l'a été à l'Assemblée nationale, sur les grands enjeux liés à l'agroécologie. Et je le dis, la loi d'avenir, en portant ce débat, ce n'est pas simplement la dimension environnementale qui est en jeu, même si c'est déjà très important. C'est la combinaison entre ce que peut être l'enjeu environnemental et l'enjeu économique. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la double performance, qui prendra la dimension de la triple performance avec sa dimension sociale, ce qui a été, je le crois, décidé en commission ici au Sénat. Parce que dans ce débat sur l'agroécologie, sur la mutation, ce que nous avons à faire, c'est définir justement cette mutation. Et j'ai toujours considéré que pour qu'elle réussisse, il fallait d'abord l'organiser de telle manière qu'elle soit une dynamique issue des territoires et des acteurs agricoles eux-mêmes. Ici au Sénat, je le sais, sur tous les bancs, on pourra me rappeler qu'on rencontre des agriculteurs qui disent souvent « on en a marre des normes environnementales ». Mais pour prendre en compte la dimension environnementale, c'est justement tout l'enjeu de la loi d'avenir. C'est comment on est capable de créer une dynamique vertueuse qui fasse que l'environnement soit compris comme un élément de la réussite économique. Et je vous le dis, on aura ces débats dans le cadre de l'agroécologie, des changements de modèle de production. L'idée, elle est simple. Et c'est là qu'il faut que chacun fasse l'effort de comprendre que si on baisse les consommations intermédiaires qui ont été conçues, accumulées pendant des années sur les évolutions de l'agriculture depuis l'après-guerre, si on consomme moins d'énergie fossile, si on consomme moins de phytosanitaires, si on a moins besoin d'avoir des recours aux antibiotiques, c'est bien pour l'environnement, mais c'est bien aussi pour l'équilibre économique des exploitations. C'est ça qu'il faut qu'on soit capable, dans cette loi d'avenir, de porter, de développer, d'assurer, pour que cette mutation se fasse avec surtout une dynamique territoriale, locale, des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire des agriculteurs. C'est tout le débat que nous aurons sur les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, qui doivent porter ces dynamiques, qui doivent redonner aussi à l'esprit collectif en agriculture un sens et surtout une réalité
J'ai regardé, peut-être comme vous, un documentaire sur l'histoire de l'agriculture qui est passé après ce fameux documentaire sur Apocalypse, sur la Première Guerre mondiale, et qui rappelait les grandes mutations de l'agriculture française. Ce qui m'a frappé d'ailleurs, qui était magnifique, c'était ces expressions des agriculteurs avec tous leurs accents. Magnifique manière de présenter cette diversité des territoires, des terroirs, des hommes qui y sont et qui les font vivre. Mais cette mutation, elle avait deux moments essentiels. La question de la modernisation avec le machinisme agricole et la création des CUMA. Parce que dès le début, cette modernisation a enclenché un processus d'organisation collective. Les coopératives, vous le savez, d'utilisation de matériel agricole. Puis la deuxième grande mutation, c'était les remembrements. Alors ici, sûrement certains s'en souviennent. Moi, en tant qu'habitant d'un petit village de 256 habitants dans la Sarthe, je me souviens parfaitement du remembrement. Je me souviens parfaitement des traumatismes que ça a été pour certains agriculteurs, de perdre des terres qui étaient leur propriété historique, de voir d'ailleurs des agriculteurs ne pas s'en remettre. Quelle est la mutation que nous avons à faire aujourd'hui? Quel est l'enjeu que nous avons à porter tous ensemble? C'est cette combinaison, je le disais, entre l'économie, l'environnement et le social. Chacun, à chaque époque, a une responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, cette loi d'avenir, elle porte sur ce sujet-là, de manière essentielle, de manière très forte. Mais cette loi d'avenir, elle a bien sûr aussi d'autres enjeux, aussi importants. Parce que si on veut réussir cette mutation, il faut aussi qu'on soit capable d'engager un processus en termes d'éducation et d'enseignement agricole. C'est l'objet des articles 26 et 27. C'est aussi d'être capable de penser le développement agricole, de faire en sorte qu'on s'appuie sur les outils qui existent, qu'on développe toutes les capacités de diffuser les savoirs, les éléments techniques qui vont permettre cette mutation. Chambre d'agriculture, les instituts techniques, les ONVAR, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, assurent tous les jours, aujourd'hui déjà, des capacités de diffusion de ce savoir. Donc c'est un processus global, éducatif, c'est l'enseignement agricole. C'est un processus de développement agricole. C'est aussi un processus de recherche. Et je ne l'oublie pas. L'innovation et la recherche sont essentielles. On a eu ici un débat sur les organismes génétiquement modifiés. Mais la question de la recherche pour assurer cette mutation est capitale, essentielle. C'est pourquoi on a engagé d'ores et déjà, au niveau de l'INRA, des changements, qu'une chaire sur l'agroécologie a été créée et qu'on propose dans la loi cet institut qui regroupera l'agriculture, la forêt et les services vétérinaires, parce qu'on a besoin d'identifier ce qu'est, au fond, l'existence même du ministère de l'Agriculture, son essence, son histoire, les services vétérinaires, l'agronomie et puis la forêt. Je crois que c'est un beau message que l'on passe aussi dans cette loi pour l'avenir même de ce que nous représentons, de ce que nous voulons défendre, de ce que nous voulons porter aujourd'hui et surtout pour demain. C'est ça l'enjeu qui est aussi là au cœur de cette loi. C'est aussi de manière plus sectorielle les grandes questions posées par la forêt et son développement. Et là, je sais qu'ici, au Sénat, j'ai des spécialistes et des gens qui sont très attachés à cette question forestière. Et le rapporteur et les sénateurs qui sont ceux avec lesquels j'ai déjà souvent discuté. On a un enjeu là aussi sur la forêt. À la fois faire le même diagnostic et assurer la même mutation de la forêt française pour l'adapter aux conditions actuelles, faire en sorte qu'elle soit capable d'évoluer. Et puis, il y a une dimension économique majeure. Comment faire en sorte que ce qui est la réalité d'aujourd'hui, le fait que notre forêt, eh bien, les arbres et les bois sont exportés et qu'on perd toute la valeur ajoutée de la transformation et du sciage. C'est dans la loi d'avenir. Capacité de faire en sorte que les propriétaires investissent, sortent le bois, faire en sorte aussi qu'on soit capable de créer un fonds pour pouvoir relayer cette politique, faire en sorte qu'on s'organise mieux, faire en sorte qu'on mette en place des groupements d'intérêt économiques, environnementaux et forestiers, adaptés aux zones de montagne, aux massifs forestiers,
pour permettre justement d'organiser et la production et surtout la transformation. Parce qu'avec la forêt, il y a la dimension environnementale, lutte contre le réchauffement climatique, biodiversité, loisirs, et puis il y a une dimension économique majeure dans beaucoup de nos départements, partout. La forêt, c'est une capacité de créer de l'emploi et on doit être à la hauteur de ces enjeux tous ensemble. Mais je sais que sur ce débat et sur ces questions, on saura se rassembler largement. C'est aussi les Outre-mer, et je ne les oublie pas, avec leurs spécificités. Chacune de leurs agricultures ont des spécificités régionales qui ne sont pas, bien sûr, celles que l'on retrouve dans la métropole. Et c'est pourquoi il y a ce volet sur l'agriculture des Outre-mer. Parce qu'on doit être capable aussi d'offrir des possibilités. Je pense en particulier sur un certain nombre de matières actives spécifiques dans les régions tropicales qu'on ne retrouve pas dans la métropole et qu'il faut aussi adapter à l'enjeu agroécologique des Outre-mer. Il faut aussi qu'on se fixe des objectifs précis pour cette agriculture des Outre-mer. Reconquérir les marchés locaux là où la part de la production locale a baissé. C'est un enjeu d'équilibre pour ces territoires, d'emploi aussi pour ces territoires. On combine bien là, d'ailleurs, ce qui a été dit dans le préambule et ce qui sera redit par le rapporteur, de la triple dimension économique, environnementale et sociale. C'est pourquoi ce volet sur les Outre-mer est aussi un volet important. Forêt, agriculture, groupement d'intérêts économiques environnementaux, enseignement agricole, recherche, c'est l'ensemble de ces points qui constituent la loi d'avenir. Et avec les grandes questions posées aussi sur l'accès au foncier et surtout sur l'installation des jeunes. Comment on doit faire pour faire en sorte que l'agriculture de demain renouvelle les générations qui aujourd'hui sont en activité? Il y a deux choses dans ce domaine. La première, c'est bien sûr la formation, l'accès à l'activité agricole. Comment on fait pour ouvrir au-delà de ce qu'on appelle les origines familiales, agricoles, à ce qu'on appelle le hors-cadre familial. Parce qu'on sait très bien que le nombre d'agriculteurs aujourd'hui ne permettra pas de renouveler les générations de demain. Qu'il y aura des agriculteurs qui viendront d'ailleurs, des gens qui s'intéresseront à l'agriculture. C'est tout le débat qu'on a sur l'installation, sur ce qu'on a ouvert comme perspective. Et la loi d'avenir est très importante dans ce domaine. C'est aussi la capacité, mais beaucoup plus avec cette loi d'avenir, monsieur le sénateur, même si ça a toujours été le cas. On a pris en compte, par exemple, le fait qu'on ne s'arrête plus à la surface minimum d'installation. Parce que ce n'est pas la surface qui fait la réussite de l'installation d'un jeune agriculteur. C'est la capacité qu'il a à dégager par son activité un revenu. C'est ça l'enjeu. Ramener tout à la surface, c'est réduire cette capacité qu'on a à ouvrir l'installation. Et c'est pourquoi l'activité minimale d'assujettissement est un enjeu en soi. Et puis, il y a toute la question du foncier. Accès au foncier, capital essentiel pour l'activité agricole. Et là, il y a des débats, il y a des propositions. Et c'est extrêmement difficile. Parce qu'on est coincé entre le droit de propriété constitutionnel et puis la volonté qui est la nôtre, de permettre aux jeunes de s'installer et d'avoir accès au foncier. Renforcement des SAFER, avec une nouvelle gouvernance, méthodes et mesures prises pour ouvrir et éviter les agrandissements, faire en sorte que les formes sociétaires ne soient pas des outils qui permettent l'agrandissement en interne. Tout ça, c'est des sujets qui sont dans la loi d'avenir. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants, car l'accès au foncier, c'est la condition pour pouvoir s'installer, pour pouvoir renouveler les générations, pour pouvoir donner à des jeunes l'envie de s'installer, l'envie de produire, l'envie de construire leur vie en agriculture. Voilà les grands enjeux de cette loi d'avenir. Voilà l'objet des débats que nous aurons dans les différentes soirées que nous allons passer ensemble. Voilà les grands points sur lesquels on inscrit cette démarche. Je l'ai dit, réforme de la politique agricole commune, secteur productif et compétitivité, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. Et puis loi d'avenir qui organise et qui donne un cadre, qui donne des perspectives. Voilà pourquoi il est important, ce débat,
Voilà pourquoi je sais que dans cette haute assemblée, ce Sénat, il y a et il y aura l'occasion d'échanger pour améliorer le texte sorti de la première lecture de l'Assemblée et surtout qu'on soit capable ensemble d'envoyer un message aux jeunes de ce pays qui croient en l'avenir de l'agriculture comme nous y croyons, nous aussi. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, co-rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de saluer Stéphane Le Foll, de le féliciter d'avoir été à nouveau nommé dans le gouvernement de Manuel Valls à ce poste et lui dire toute la confiance que nous avons pour la qualité de nos relations, pour la qualité de sa connaissance de l'agriculture et surtout pour la façon dont nous allons avoir à aborder les mois qui viennent, n'en doutons pas difficiles, la réforme de la PAC, les crises qui ne manqueront pas de voir le jour en France et la mise en place de cette loi d'avenir. Monsieur le ministre, il fallait un ministre de combat, vous l'êtes, et j'espère que vous réussirez votre tâche le mieux possible. Bien, Monsieur Raoul, ce projet de loi se passe dans un contexte mondial, européen et français difficile. Rappelons-nous, il y a encore de cela quelques mois, en ce qui concerne la PAC, rien n'était gagné. Et toutes et tous, nous nous faisions beaucoup de soucis. Qu'allait-il se passer avec cette renégociation? Et force est de constater, même si on peut toujours regarder le verre à moitié vide, qu'en ce qui concerne la France, le verre est plus qu'à moitié plein. Et grâce aux négociations qui ont été menées par le Président de la République et le ministre, l'agriculture française, alors qu'il aurait pu en être l'inverse, l'agriculture française pourra continuer son chemin, son destin et continuer à se développer. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de budget agricole français sans y adjoindre le budget agricole européen. Et cette renégociation de la PAC permettra, n'en doutons pas, parce que maintenant le cadre est connu, permettra, n'en doutons pas, de donner des marges de manœuvre supplémentaires au ministre pour mener la politique agricole qu'il faudra pour la France, et notamment en matière de couplage d'aides directes et évidemment de modulation des aides en fonction de la surface. Pourquoi cette loi d'avenir de l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt? Tout simplement parce que la situation de l'agriculture en France mérite qu'on s'y attarde et mérite que nous essayions ensemble de l'améliorer. Cette loi, le ministre vient de le dire, elle prend en compte un impératif, celui de l'économie et de la compétitivité. Comment parler d'agriculture sans parler d'économie, sans parler de compétitivité, sans parler de balance du commerce extérieur, sans faire en sorte que celles et ceux qui en vivent, parfois pas très bien d'ailleurs, mais celles et ceux qui en vivent, puissent vivre le mieux possible. Et lorsque l'on voit qu'au ministère de Stéphane Le Foll est rattaché l'agroalimentaire, comme cela n'avait pas été le cas depuis, je crois, fort longtemps, cela montre bien que agriculture et agroalimentaire sont les deux piliers du développement économique dans notre pays. Alors évidemment, il y a eu d'autres lois. Il n'y a pas longtemps ici, Bruno Le Maire présentait la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Et il y avait des choses positives dans cette loi, notamment en termes de contractualisation, notamment en termes de coopération entre les acteurs, de structuration des filières, de pratiques commerciales abusives. Nous avons même évoqué le problème de l'assurance récolte. Mais force était de constater qu'il fallait encore aller plus loin. Et cette loi d'avenir ne met rien en cause de la LMAP, mais elle essaye de franchir un pas, une marche, un cap supplémentaire. Parce que le ministre l'a bien dit, ici au Sénat, peut-être plus qu'ailleurs, nous vivons, nous savons, nous connaissons l'agriculture. La plupart d'entre vous sont agriculteurs ou agriculteurs retraités. La plupart d'entre nous sommes fils et filles d'agriculteurs. Nous savons ce qu'est cette histoire. Nous savons ce qu'est ce patrimoine agricole. Nous savons ce qu'est notre culture. Nous savons combien il est difficile de vivre en zone rurale et combien il est difficile
pour des petites exploitations de vivre des revenus de son travail. Et c'est la raison pour laquelle je pense que plus que tout, il ne faut pas opposer les agricultures entre elles. Il ne faut pas opposer les agriculteurs entre eux. Il ne faut pas opposer le bio et le conventionnel. Il ne faut pas opposer les grandes cultures au maraîchage. Il ne faut pas opposer l'agriculture de plaine à l'agriculture de montagne. Il ne faut pas opposer les circuits courts aux circuits longs et aux exportations salvatrices. Il ne faut pas opposer l'enseignement agricole public à l'enseignement agricole privé. C'est tout cela qui nous permettra de nous en sortir et qui nous permettra de faire en sorte que l'agriculture puisse se développer. Et pour la première fois, une loi agricole, Monsieur le Ministre, soyez-en remerciés, n'oppose pas environnement et agriculture. Bien au contraire, elle cherche à gagner sur les deux tableaux. C'est gagnant-gagnant. Celui de la production, parce qu'il faut produire. Parce que si nous ne produisons pas, nous ne pourrons pas nourrir nos concitoyens. Celui de la production, donc, mais également celui du respect de l'environnement. Il s'agit d'organiser la transition vers l'agroécologie. Oui, vers l'agroécologie. Parfois, cela peut faire peur à certains parce qu'il y a le mot écologie. Mais personne ne pourra s'en abstraire. Aucun pays du monde ne pourra s'en abstraire. Dans tous les pays où l'agriculture est une force économique, il faut bien reconnaître que les pratiques agricoles anciennes, qui ont eu leurs heures de gloire, qui ont bien fonctionné, ne peuvent pas continuer. Parce qu'il faut transformer nos moyens de production. Il faut continuer à produire et à produire plus. C'est indispensable. Mais il faut aussi produire mieux. C'est une demande de l'Europe, c'est une demande sociétale de nos concitoyens et c'est, je crois, un engagement que nous avons tous. Je ne connais pas un agriculteur en France qui, volontairement, va mettre des intrants et des intrants encore. Tous réfléchissent et tous ont une pratique agricole environnementale, évidemment. Eh bien, assumons-le et disons tout simplement qu'il ne faut pas opposer, là encore, la production, la productivité de l'agriculture, n'ayant pas peur des mots, et la défense de l'environnement. Et je crois vraiment que, le ministre l'a dit, donc je ne m'y attarderai pas, que cette loi ne tourne pas le dos à la compétitivité. Bien au contraire, elle place la compétitivité au cœur, au début de cette loi, dans les premiers articles. L'économie, la compétitivité sont inscrits comme l'alpha et l'oméga de ce que doit être l'agriculture de demain. Une agriculture compétitive, une agriculture rémunératrice, une agriculture qui prend soin de l'environnement, mais une agriculture qui a un objectif, en France, de nourrir nos concitoyens et à l'extérieur, faire en sorte que notre balance du commerce extérieur, qui est bénéficiaire dans le domaine de l'agriculture, continue à l'être. C'est ça, à mon sens, l'enjeu. Et l'agroécologie nous invite à innover. Voilà donc, mes chers collègues, le socle de cette loi, me semble-t-il, faire plus et mieux, reconquérir l'économie agricole en tournant le dos à la standardisation à outrance. Si nous arrivons à faire ce constat commun, et nous pouvons le faire, même si sur certains points nous ne serons pas forcément d'accord, si nous partageons ce constat commun, Monsieur Mirassou, alors oui, nous irons de l'avant. Permettez-moi d'aborder deux thèmes simplement, celui de la jeunesse et celui de l'innovation, qui me semblent indispensables. La jeunesse, oui, la jeunesse, le ministre l'a évoqué, je ne m'y attarderai pas. Mais enfin, c'est l'avenir de notre agriculture. Lorsque l'on sait que le renouvellement des générations est tellement essentiel et pose problème, les moins de 40 ans représentent moins d'un quart des agriculteurs dans certaines filières. Et parfois, la moyenne d'âge globale est supérieure aux 50 ans. Alors, si nous n'installons pas, nous arriverons vers la fin de l'agriculture. Et aujourd'hui, le ministre l'a dit, la plupart de ceux qui s'installent, près de 80%, sont des installations hors cadre familial. C'est bien la raison pour laquelle il faut mettre au premier plan de toute loi agricole et de tout engagement agricole celui de la jeunesse, celui de l'installation, celui du renouvellement des générations. Et l'accès au foncier, il est indispensable. Indispensable pour l'ensemble des agriculteurs, mais encore plus indispensable pour les jeunes. Dans cette loi, ces choses-là sont vraiment indiquées, sont vraiment fortes. L'installation, la jeunesse, le renouvellement des générations et l'accès au foncier. Mais qui dit jeunes, c'est formation. Si nous voulons aller vers l'agroécologie, si nous voulons avoir des pratiques nouvelles, et parce que la plupart des jeunes qui s'installent hors cadre familial, alors forcément la formation est essentielle. Et je veux redire ici, à cette tribune, comme le fera sûrement très bien tout à l'heure Brigitte Gonthier-Maurin,
combien l'enseignement agricole est un joyau. C'est un joyau parce que lorsqu'on entre dans l'enseignement agricole, on en sort quasiment tout le temps avec un métier, contrairement à d'autres endroits. Cet enseignement agricole doit être défendu, doit être secouru et bien sûr doit rester au ministère de l'Agriculture et ne pas s'en aller éventuellement ailleurs, même si cela n'est pas d'actualité. L'enseignement agricole, il doit se faire dans toutes les structures, publiques ou privées, les lycées évidemment, mais les CFPPA, les maisons familiales rurales, qui jouent un rôle essentiel d'aménagement du territoire et pour attraper des jeunes qui peut-être n'y arriveraient pas. Ce qui a été mis dans ce texte, avec notamment les passerelles, avec l'accès à l'enseignement supérieur et la recherche, avec la possibilité d'aller de l'avant, va dans le bon sens. Si nous voulons une agriculture demain dynamique et différente, il faut que l'enseignement qui soit prodigué aux jeunes soit un enseignement dynamique et un enseignement différent. Et puis l'innovation, bien sûr. Le ministre en a beaucoup parlé. L'innovation, elle ne se décrète pas. Mais il faut sans cesse la porter. L'innovation, elle est indispensable dans les pratiques. Lorsque sont créés les GI2E, c'est l'innovation dans le sens du regroupement et du regroupement pour faire mieux. Mais il faut encore aller plus loin. Elle peut prendre des formes très diverses, cette innovation. Nous en parlons dans la loi, mais c'est surtout dans les faits que l'innovation au niveau des agriculteurs est réelle. C'est l'amélioration variétale, la gestion des intrants, le développement des biocontrôles comme technique alternative au traitement phytopharmaceutique classique, les nouvelles techniques pour les semis, avec le non-labour, la recherche de l'autonomie fourragère, bref, je pourrais en dire encore beaucoup plus. L'innovation, elle doit se faire dans cette direction. Il existe un foisonnement d'initiatives, soutenons-les, mettons-les en avant, et je pense que les GI2E sont l'outil pour les mettre en avant et pour rayonner, pour montrer à d'autres régions, à d'autres endroits que c'est possible. Ne jamais baisser les bras, même si c'est dur, parce que la transformation de l'agriculture, elle est toujours possible. Et aujourd'hui, la performance passe par la nouveauté, par l'expérimentation. Mais l'innovation, il faut aussi la faire en matière de recherche. Et c'est là peut-être où il faudra encore, dans l'hémicycle cette semaine, et puis en deuxième lecture, aller encore plus loin. Parce que si l'innovation se fait au niveau des territoires, elle doit aussi se faire en haut. La création de l'IAVF va y contribuer. Il faut absolument qu'en relation avec les autres pays d'Europe, notre recherche, notre innovation, notre recherche et développement soit fort. C'est par la recherche et par l'innovation que nous avancerons. Le ministre citait les OGM, il y en a beaucoup d'autres. Le Premier ministre, cet après-midi, ici au Sénat, excusez-moi, le Premier ministre, ici au Sénat, cet après-midi, nous appelait à appréhender la politique différemment. Il nous appelait dans un discours très sincère, et je pense apprécié sur tous les bancs, de ne faire le moins possible de postures et d'arriver tout simplement à avoir des débats, même si nous n'avons pas les mêmes sujets et nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes sujets. Ces débats, il faudra les ouvrir. Le débat sur les OGM, nous ne pouvons pas rester avec des postures de contre et de pour. Est-ce bon? Est-ce pas bon? Quels sont les risques? Nous devons aller de l'avant au niveau de la santé. Nous devons aller de l'avant pour voir ce qu'il peut y avoir comme négatif au niveau de la santé de nos concitoyens. N'ayons pas peur de parler, n'ayons pas peur d'échanger, n'ayons pas peur de chercher et après de trancher. Je termine en disant que, comme rapporteur avec mon collègue Philippe Leroy sur la forêt et les rapporteurs pour avis Pierre Camarny et Brigitte Gontier-Morin, je voudrais vraiment remercier. Nous avons essayé de faire le meilleur travail possible. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'auditions, beaucoup d'heures de réflexion. Ces rencontres ont été très enrichissantes. Et je veux vraiment remercier les collègues qui y ont participé. J'ai essayé, pour ce qui concerne ma partie, d'aborder ce texte sans dogmatisme, mais avec pragmatisme. L'objectif, le seul qui nous a guidés, c'était oui ou non, est-ce bon pour l'agriculture, est-ce bon pour les agriculteurs? Et après, nous avons essayé de développer et d'aller le plus loin possible. Et je dois dire que le texte, le rapport, le texte, c'est vraiment une œuvre collective. Nous l'avons fait tous ensemble. Alors, mes chers collègues, beaucoup d'amendements ont été acceptés. Je prendrai quelques exemples des avancées qui ont été faites par la Commission. Tout d'abord, sur les GI2E, le ministre l'a dit, nous voulons passer de la double performance à la triple performance, économique,
environnementale et sociale. Cela nous a semblé évident. Sur le bail environnemental, nous avons essayé là aussi de faire du pragmatisme, de faire en sorte que le bail environnemental continue à être présent, mais qu'en aucun cas il soit handicapant, notamment pour les installations et pour les jeunes. Et nous avons mis des garde-fous pour empêcher les dérives, pour faire en sorte que, par exemple, un agriculteur qui aurait 5, 6 parcelles différentes à des endroits différents ne soit pas totalement handicapé, ne puisse pas le faire. Je crois que ce que nous avons trouvé sur le bail environnemental est un point d'équilibre. Sur la compensation agricole, Monsieur le Ministre, il faudra sûrement aller encore un peu plus loin. Il y a une compensation environnementale, mais la compensation agricole est importante. Lorsqu'il y a des déviations, des routes, des autoroutes, des lignes à grande vitesse, il faut absolument arriver à faire en sorte que les agriculteurs puissent récupérer les terres qu'ils ont dû vendre et mettre à disposition de la société à des fins d'intérêt général. Nous devrons avancer. Sur le registre, nous avons eu de longs débats et je remercie les collègues de la Commission pour être arrivés, me semble-t-il, là encore, sur un point d'équilibre. Nous avons cherché tous les points d'équilibre. Le registre, c'est tout simplement que personne n'en soit exclu, qu'aucune catégorie ne soit oubliée de ce registre et que ce registre serve vraiment à l'agriculture. Mais je sais que nous aurons un long débat, enfin un débat là-dessus. Sur la clause miroir pour les coopératives, Monsieur le Ministre, vous avez fait vous-même un pas. Je pense que là où nous en sommes arrivés à la bonne situation. On ne peut pas demander à toutes les assemblées générales de tout faire, surtout pour les grandes coopératives, mais en même temps, il faut que les coopérateurs, que les sociétaires aient l'information. Nous avons essayé, au niveau des interprofessions, d'éviter les blocages dans le cadre de la structuration des filières et des accords commerciaux. Nous avons essayé de simplifier la procédure au niveau de la reconnaissance des GAEC. Ça méritait peut-être d'avancer dans cette direction. Monsieur Kamani, des espaces de communication pour les produits frais sur les radios et les télévisions. La place du vin, Monsieur César et Monsieur Courteau. On a eu un très long débat sur la place du vin dans la société. Elle est indispensable. Affirmons que la place du vin est dans le patrimoine national et qu'il faut la défendre et qu'une loi agricole est là aussi pour le faire. La meilleure protection des appellations et indications géographiques. Ça n'a pas été simple et nous y sommes arrivés. La prise en compte de l'agriculture dans les études d'impact sur les grands projets. Le rôle des CDPENAF a été maintenu et nous avons acté à la demande de M. Mirassou et d'autres la présence des fédérations de chasseurs à l'intérieur des CDPENAF. Et puis un sujet qui était totalement transversal et qui avait autant de collègues pour que de collègues contre, c'est tout simplement, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lorsqu'on est agriculteur et notamment jeune, que l'on achète des terres, ne pas pouvoir se loger à côté de ces terres, c'est de la discrimination. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'à côté des terres, ils puissent se loger. Alors on nous dit c'est le mitage et tout ça. Non. Tout ça, ce ne sont pas des arguments qui sont entendables et nous aurons l'occasion d'en débattre. Nous avons tous des exemples où certains agriculteurs doivent faire 10, 20, 25 kilomètres pour aller travailler. C'est une réalité, ce n'est pas pareil dans tous les départements, mais nous aurons ce débat. Moi, je veux défendre les agriculteurs qui peuvent travailler et surveiller leurs terres, c'est indispensable. Nous avons conforté le rôle des laboratoires départementaux d'analyse, très important si on ne veut pas que le privé fasse absolument tout, et nous avons là aussi travaillé. Et puis le ministre l'a évoqué, mes chers collègues ultramarins, mais l'outre-mer n'a pas été oublié, même si, comme toujours, l'outre-mer est toujours à la fin des articles, mais ce qui compte, ce n'est pas être au début ou à la fin, c'est la force de ce qu'il y a à l'intérieur. Et la force de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout simplement la confortation de l'ODEADOM. Vous le souhaitez, ça a été fait. Le ministre a créé le comité d'orientation stratégique du développement agricole qui va mettre en lien avec les chambres tous les acteurs qui va bien fonctionner. Et puis le dernier point que je souhaiterais évoquer, c'est vraiment un point que je souhaiterais évoquer avec gravité, sans faire aucun jeu, mais vous dire, Monsieur le Ministre, une chose. C'est que les éleveurs n'en peuvent plus du loup, du prédateur. Et je pense que ce sujet doit être abordé tranquillement, sans excitation, sans effusion. Moi, j'ai une conviction, fils d'éleveur ovin, pour avoir de l'élevage ovin dans mon département, j'ai une conviction. Si nous ne disons pas très clairement que le loup est incompatible avec la présence de l'élevage, alors
l'élevage ovin, l'élevage de montagne sèche, c'est terminé. Et je veux affirmer ici, à cette tribune, à la fois très solennellement, mais très tranquillement, qu'il faut affirmer cette incompatibilité. Et, Monsieur le Ministre, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer. Il faut mettre sur la table de l'Europe la rediscussion de la directive Habitat et de la Convention de Berne. Le loup n'est plus une espèce en voie de disparition. Nous sommes pour la biodiversité. Il ne s'agit pas d'éradiquer le loup, mais moi je n'accepte pas que les éleveurs soient éradiqués. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé un amendement que nous défendrons le moment venu dans le texte. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier pour nous avoir mis en main ce projet de loi qui est de très grande qualité, qui va permettre, je pense, de répondre à beaucoup de défis, sûrement pas à tous, et après vous, dans quelques années, ou peut-être vous une autre fois, il y aura sûrement encore une loi. Mais prenons-les telles qu'elles sont, les unes après les autres. Et celle-ci va améliorer la précédente, comme la précédente avait amélioré celle d'avant. Cette loi, prenons-la telle qu'elle est, une loi d'avenir, une loi d'ambition, une loi qui veut changer les pratiques, une loi qui fait de la compétitivité, de l'innovation, le phare de l'agriculture moderne, et une loi tout simplement qui doit être utile à l'agriculture et aux agriculteurs. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, je le disais, tous les groupes ont contribué, et dans les amendements qui ont été repris par la Commission, tous les groupes ont participé à la construction de ce rapport. Je termine, Monsieur le Président. Je pense, là encore, comme le disait le Premier ministre, que l'agriculture mérite que l'on dépasse nos positionnements, nos postures, nos oppositions frontales que je peux comprendre. Il n'y a aucun sénateur ou sénatrice naïf dans cet hémicycle. Mais le monde politique n'attend pas que le monde agricole, n'attend pas que les politiques s'écharpent, n'attend pas que les politiques des solutions clés en main. Ils attendent tout simplement qu'on leur mette sous les yeux des outils qui leur permettra de vivre dignement des fruits de leur travail. Ces outils sont là, alors je souhaite, mes chers collègues, que pendant ces 2 ou 3 jours, ces 2 ou 3 nuits, nous a annoncé le ministre, nous arrivions à travailler, à enrichir ce texte, afin de faire en sorte que la loi d'avenir soit une véritable loi d'avenir, et surtout que cette loi d'avenir ait un objectif, que l'agriculture française et les agriculteurs aient encore un avenir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Quelle popularité. La parole est à Monsieur Philippe Leroy, co-rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, moi j'ai des idées sur le loup, mais j'en parlerai pas maintenant. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'intéresserai essentiellement au volet forestier de cette loi, et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à travailler en parallèle avec Didier Guillaume, qui vient de faire la démonstration de ses qualités. Il a passé aujourd'hui son brevet de rapporteur brillant, susceptible de, dans les alternances futures, de devenir un grand ministre de l'Agriculture. Je voudrais... Mais j'ai parlé d'alternance, n'est-ce pas? Je voudrais aussi, Monsieur le Ministre, resituer le débat forestier dans son contexte et indiquer que, dès votre arrivée au ministère de l'Agriculture, vous avez confié au député Collet le soin de rédiger un rapport qui était le énième rapport sur la forêt, mais qui était bon et il était nécessaire. Et puis, vous êtes un ministre qui avait compris ce qu'il y avait dans le rapport, ce qui est assez rare. On pourrait presque le croire, mais en tout cas, Monsieur le Ministre, je voudrais déjà vous indiquer que nous avons apprécié les mesures que vous avez fait prendre dans la loi de finances rectificative et la loi de finances pour 2014 en faveur de la forêt. La loi de finances rectificative a permis de confirmer des avantages fiscaux et financiers qui avaient été donnés aux forestiers. Et surtout, Monsieur le Ministre, dans la loi de finances pour 2014, la principale innovation
a été la création d'une action numéro 13 au sein du programme 149. C'est savant, mais j'y reviendrai après. Donc il fallait donner cette petite précision, que vous avez intitulé Fonds stratégique de la forêt et du bois, et qui est une très bonne surprise. Je le dis sans arrière-pensée, qui a été apprécié parmi toutes les professions de la filière bois, filière forestière et industrielle. Près de 15 ans après la suppression du Fonds forestier national, qui a été supprimé, et c'est scélérat le 1er janvier 2000, la mise en place de ce fonds, vous l'avez voulu, vous l'avez osé, répond aux besoins d'une filière qui doit disposer d'un instrument financier dédié pour l'essentiel au soutien des investissements forestiers indispensables au renouvellement de nos massifs, à leur adaptation aux événements climatiques, ainsi qu'à leur richesse écologique. Monsieur le ministre, il fallait le faire, vous l'avez fait, et je vous rends hommage à cet égard. Ce fonds est doté de 25 millions d'euros au budget 2014 et il est officialisé, il sera officialisé, consacré par le projet de loi que nous allons examiner ces jours-ci. C'est une grande avancée, mais nous avons cependant souhaité, sur ce point, aller plus loin en faisant de ce fonds, à l'article 29, c'est un amendement que j'ai déposé, un compte d'affectation spéciale qui est le seul à même de pérenniser son existence. Alors ça, c'est un gros mot. C'est un gros mot, un fonds d'affectation spéciale fait frémir l'ensemble des technocrates de Bercy, quelle que soit la couleur du gouvernement, fait frémir la plupart des parlementaires habitués des questions financières. Et pourtant, sans fonds d'affectation spéciale, les crédits, la pérennité des crédits nécessaires à la forêt et à son renouvellement ne sera pas garantie et ne pourra pas donner les assurances nécessaires aux professionnels du bois pour s'engager dans des travaux forestiers. Quand on fait de la forêt et quand on plante un arbre, il faut déjà 4 ou 5 ans pour fabriquer le plant en pépinière. Et ensuite, il faut attendre 20 ans pour être rassuré sur son sort. Et il faut pendant toutes ces années une sécurité financière pour assurer l'avenir. Donc ce fonds, c'est une avancée formidable et il faudra veiller, si possible, dans les discussions que nous allons avoir, à ce qu'il puisse devenir permanent. Nous pourrions le doter des 25 millions déjà inscrits dans la loi, les doter des indemnités sur le défrichement, dont on va parler également, et le doter, ce fonds, du produit de la vente en Europe, des quotas carbone. Sur un autre plan, félicitons-nous aussi que soit réaffirmée la reconnaissance de l'intérêt général de la forêt et du bois à l'article 29 et de leurs nombreuses externalités positives, comme disent les savants d'aujourd'hui. La forêt représente une richesse patrimoniale irremplaçable pour la France, de par sa multifonctionnalité. Il s'agit d'un potentiel économique, bien sûr, mais aussi environnemental et social. Ce potentiel énorme, qui couvre près du tiers de la surface de notre territoire, s'autofinance à près de 100%. Ne coûte pas cher aux contribuables. Je voudrais ici faire un petit clin d'œil à mes amis écologistes, agriculteurs, pour vous rappeler que les premiers écologistes d'Europe ont été les forestiers dès le XVe ou XVIe siècle. Nous avons inventé, et Colbert l'a formalisé dans des édits, nous avons inventé le rendement soutenu. Les Anglais qui travaillaient sur la même question à la même époque appelaient ça le développement sustainable. C'est tout à fait la définition de Kyoto. Et nous avons donné à nos forêts une triple mission économique, environnementale et sociale. Je vois que les agriculteurs tendent à adopter ce triplé à partir d'aujourd'hui. C'est un progrès pour l'agriculture. Le texte aborde aussi le regroupement de la petite propriété forestière. C'est un vaste problème dont nous allons devoir parler beaucoup. La première forêt
la première forêt feuillue en Europe, c'est la forêt française. Elle est en effet essentiellement privée, 64% de sa surface, avec 3,8 millions propriétaires, petits propriétaires, dont 200 000 seulement possèdent plus de 10 hectares. C'est-à-dire que cette forêt est complètement atomisée pour une partie, pour une grande partie, pour une partie significative, en une myriade de petites propriétés dont les parcelles s'enchevêtrent. Il s'agit là de l'héritage de l'exode rural qui a marqué tout le XXe siècle. L'article tente, Monsieur le Ministre, en créant les groupements d'intérêts écologiques et environnementaux ou TALTO forestiers, constitue aussi, pour les forêts, pour la petite forêt, une avancée appréciable. Je voudrais toutefois remarquer, c'est un clin d'œil aussi, que ces petites forêts, ces petites propriétés constituent un réservoir de biodiversité remarquable, une richesse souvent remarquable et qu'il ne faut pas les considérer comme un handicap total et qu'il faudra de nombreuses années, en dépit des initiatives que vous nous proposez de prendre à leur propos, il nous faudra de longues années pour traiter le problème des petites propriétés forestières. Ça ne se fera pas en moins d'une génération. Il faut avoir de l'humilité à cet égard. Et c'est important pour la suite des discussions. Les forêts publiques, quant à elles, sont minoritaires en surface et sont gérées, qu'elles soient domaniales ou communales, par l'ONF, conformément au régime forestier. Les forêts privées au-dessus de 10 à 25 hectares peuvent ou doivent présenter un document de gestion, les plans simples de gestion. Les choses vont relativement bien. Pour les propriétés de faible surface dont on vient de parler, les règlements types de gestion ou les codes de bonnes pratiques forestières viennent pour les volontaires constituer leur statut de bon forestier. Et il faut garder ces instruments, Monsieur le Ministre. Simplement parce que c'est le rappel à la modestie. Il nous faut des investissements des solutions diversifiées qui nous permettront peu à peu de porter remède au morcellement forestier sans vouloir imposer un modèle unique, alors que la France est très diverse. Il faut laisser la diversité pouvoir s'épanouir, y compris dans les formules de reconnaissance de la bonne gestion forestière. Il faudra aussi s'entendre entre les différentes catégories de professions qui sont habilitées à intervenir auprès des propriétaires privés. C'est compliqué, mais je voudrais les appeler tous, parce que je les connais bien, à la patience et à la tolérance. Il faut que les experts forestiers, les gestionnaires forestiers professionnels, les coopératives et bien d'autres cherchent à s'entendre, il y a de la place pour tout le monde, et ne cherchent pas à se concurrencer inutilement. Et le projet de loi nous permettra d'aborder ces différentes questions. Je voudrais maintenant revenir à quelques grandes problématiques de la forêt française qui ont retenu notre attention. La forêt française se porte bien, en surface. On peut même dire qu'elle couvre aujourd'hui 15 millions d'hectares et qu'elle gagne encore des hectares chaque année, ce qui fait bondir certains agriculteurs, puisque les terres agricoles disparaissent et la forêt continue à croître. Mais elle croît dans des zones que l'agriculture dédaigne. C'est ça le vrai problème. La forêt satisfait globalement bien, et depuis Colbert, je le disais tout à l'heure, l'ensemble de ses fonctions écologiques et sociétales. Et enfin, la filière bois regroupe plus de 450 000 personnes salariées de l'amont à l'aval, avec un accroissement biologique annuel de plus de 100 millions de mètres cubes et dont on ne récolte que 60 à 70%. Vous voyez cette énorme chose, cette énorme surface forestière qui ne coûte pas cher, qui est en bon état écologique, qui rend globalement bien ses fonctions et qu'on ne peut pas charger de tous les péchés d'Israël, même si des projets et des propositions doivent être développés. En effet, la production forestière n'est pas adaptée aux besoins d'un marché européen qui est peu demandeur au bois feuillu. Or, les forêts françaises
la fabrique du bois feuillu, par tradition. Et aujourd'hui, les marchés ont peu besoin de bois feuillu. Et puis en outre, aujourd'hui, on assiste à une compétition pour les usages du bois avec une montée en puissance des utilisations énergétiques des petits bois, qui sont devenus plus rentables quelquefois grâce aux subventions qu'on donne aux kilowatts énergie renouvelable, qui deviennent plus intéressants que certains usages plus traditionnels comme le panneau ou la pâte à papier. Il faut se méfier. Il faut se méfier des grands projets énergétiques qui peuvent désarticuler un certain nombre de filières traditionnelles. Dernier point sur la balance du commerce extérieur de la France en matière de bois. Il est évident que, disposant de beaucoup de feuillus et de peu de résineux, nous sommes condamnés à importer, pour les besoins du marché, à importer des bois résineux, ce qui coûte extrêmement cher à la France. Mes chers collègues, pour tirer pleinement profit de cette forêt, il faut que nous y investissions davantage, de façon à la renouveler et à la moderniser. Et il nous semble important de mettre le paquet sur l'enseignement, la recherche et l'innovation. Didier Guillaume en a parlé pour l'agriculture, et j'en parle de façon solennelle pour la forêt. Nous avons aujourd'hui un déficit énorme en matière d'enseignement et de recherche et innovation sur la forêt. L'exemple du bois feuillu le montre bien. Il nous faut absolument développer des recherches sur de nouveaux usages des bois feuillus et il nous faut absolument former des techniciens ingénieurs susceptibles de répondre aux formidables défis des forêts françaises. À cet égard, je voudrais vous citer deux petites réflexions personnelles. Aujourd'hui, lorsque nous avons besoin de bons ingénieurs forestiers, on doit les importer. Ça contribue au déficit du commerce extérieur. On importe des Belges ou des Suisses. Parce qu'en France, on ne fabrique plus suffisamment de bons ingénieurs sylviculteurs. C'est un problème. Autre dimension qu'on oublie aussi, ça n'a rien à voir. Mais la France pourrait, et je pense à nos régions ultramarines, garder sa renommée de grands pays forestiers, de grands spécialistes de la forêt, s'appuyer sur sa recherche et innovation, et aussi s'appuyer pour le rayonnement mondial de la France, pour la lutte contre les exploitations illégales de forêts tropicales et équatoriales, s'appuyer sur l'exemple de la forêt guyanaise. Il y a là un réservoir énorme de connaissances. C'est une forêt presque intacte, pas complètement torpillée par les orpailleurs. C'est une forêt qu'on pourrait utiliser pour montrer le savoir-faire de la France sur le plan international en matière forestière. Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, face à toutes ces problématiques, le projet de loi que vous présentez va plutôt dans le bon sens, et même va dans le bon sens. Mais il est évident que nous pouvons chercher à encore l'améliorer. Il nous faudra améliorer un problème d'amour compliqué, d'amour au pluriel. Les amours compliqués entre les sylviculteurs et les chasseurs. Alors on n'ose jamais en parler. On n'ose jamais en parler parce que dans nos provinces, on dit toujours, si vous voulez éviter qu'un repas de famille se termine en catastrophe, il ne faut pas parler de politique et il ne faut pas parler de chasse. Alors on n'ose pas en parler. Or, les forestiers et les chasseurs, c'est la même famille. Pour ça que, souvent, la même famille. Et puis, ils se détestent ou ils s'adorent. Puis, en général, un forestier est chasseur et un chasseur est forestier. C'est quelque chose de compliqué comme relation. Et puis, on ne l'aborde jamais avec beaucoup d'ardeur et de bonne foi, comme dans les querelles de famille. Et je ne dis pas que la mauvaise foi est l'apanage des chasseurs ou des forestiers. La mauvaise foi est partagée
des deux côtés. Alors, mes chers collègues, j'aimerais qu'on fasse un progrès. Et j'ai proposé 2 amendements, après en avoir discuté avec la Fédération nationale des chasseurs et avec la Fédération nationale des propriétaires, qui essaient d'organiser région par région, département par département, des rencontres entre sylviculteurs et chasseurs, de façon à les obliger à parler de leurs problèmes, à les situer et à tenter de trouver des solutions. On aurait fait un progrès considérable si on pouvait avancer dans cette direction. On a parlé du fonds stratégique. Monsieur le ministre, vous ne pourrez pas accepter cette idée de compte d'affectation spéciale. Et je ne vous en veux pas. C'est techniquement, et même peut-être constitutionnellement, immédiatement impossible. Mais, Monsieur le ministre, c'est un combat que nous allons devoir conduire et espérer que le gouvernement, dans une loi de finances, aura la possibilité d'en faire un compte d'affectation spéciale parce que nous pouvons disposer des recettes nécessaires. Il faut 100 millions, en gros, pour relancer la machine forestière. Mes chers collègues, voilà l'ensemble des questions que je voulais soulever. Il en reste une dernière et qui fait peur à tout le monde. C'est le problème de défrichement dans les zones surboisées. D'une façon générale, la loi et votre projet de loi tend à protéger les forêts de toute tentative de défrichement. Nous ne pouvons pas imaginer que cet énorme poumon, cet énorme patrimoine naturel soit mis à l'encan des intérêts immédiats, et il faut protéger les forêts des défrichements, mais dans certains villages, dans les zones de montagne, et je dis dans les zones de montagne exclusivement, dans les zones de montagne, certains villages ont des taux de boisement tels que la vie y devient impossible. Les paysans ne peuvent plus s'installer, ne peuvent pas développer des formules nouvelles d'agriculture de montagne. Nous avons un blocage et une mort, un blocage des spéculations agricoles et économiques de ces villages et un risque de disparition. C'est pour cela que dans les amendements que je vais proposer, en lien avec des élus de la montagne de gauche et de droite, essayer de trouver une solution qui fait frémir les forestiers, disons, orthodoxes de l'administration forestière, des solutions pour autoriser les communes surboisées à procéder à quelques défrichements dans la mesure où ça permettra un développement économique de ces villages de montagne. Voilà les quelques thèmes que je voulais aborder dans ce rapport préliminaire, en vous remerciant, mes chers collègues, Monsieur le ministre, de votre patience. Merci, Monsieur le corapporteur. La parole est à Madame Brigitte Gauthier-Morin, rapporteure pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Je vais boire un verre avant de commencer. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication s'est saisie pour avis du titre 4 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture consacré à l'enseignement agricole. Je tiens à souligner en préambule que le bilan des travaux en commission est positif, puisqu'une grande majorité de nos amendements ont été adoptés et intégrés dans le texte de la Commission des affaires économiques grâce à un travail constructif avec ses rapporteurs au fond, Didier Guillaume et Philippe Leroy. Reste la question de l'article 27, pour lequel nos avis divergent, mais j'y reviendrai. Cela a été dit, l'enseignement agricole est un levier essentiel pour transformer le système de production français et assurer la diffusion de l'agroécologie.
Plus que la course à la performance économique, c'est le souci de la performance sociale et écologique qui doit être mis au cœur du projet pédagogique et éducatif de l'enseignement agricole. L'article 26 du projet de loi rappelle ainsi la participation de cet enseignement à la politique de développement durable. Et bienvenue à ce titre l'ajout aux missions des établissements de la promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Nous nous félicitons également de l'élaboration d'un projet stratégique national pour l'enseignement agricole auquel devront se conformer les projets d'établissement. Cet élément est de nature à conforter et à compléter le cadre de référence national. Par ailleurs, la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication soutient le gouvernement dans sa volonté de renforcer les capacités de promotion sociale de l'enseignement agricole pour lutter contre les inégalités de destin persistantes entre les jeunes urbains et les jeunes ruraux. Elle approuve ainsi la création d'une voie d'accès spécifique aux formations d'ingénieurs de l'enseignement supérieur agricole grâce à l'instauration de classes préparatoires professionnelles. Pour étendre le dispositif du gouvernement, nous avons fait adopter plusieurs amendements en cohérence avec les positions globales de la Commission en matière de politique éducative et universitaire. Le ministre chargé de l'Agriculture aura notamment la faculté de fixer un taux minimal de bacheliers professionnels agricoles dans les sections préparant le BTSA. Nous avons également demandé et obtenu la mise en place d'un accompagnement spécifique des bacheliers professionnels agricoles et des BTSA dans les formations d'ingénieurs des écoles agronomiques. C'est le pendant de mesures que nous avions adoptées dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. La plupart de nos amendements étaient cependant consacrés à l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France. Un débat approfondi a eu lieu en commission de la culture, notamment suite à notre déplacement à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Ce déplacement a mis à jour des inquiétudes et confirmé les incertitudes qui demeurent quant à la création de l'IAVF. C'est pourquoi notre commission a élaboré sa réflexion en 2 temps. Elle a ainsi adopté l'amendement de suppression de l'IAVF que je lui soumettais, car j'ai acquis la conviction au cours de mes auditions, une vingtaine pour seulement 2 articles, que ce projet comportait des risques et qu'un travail d'approfondissement était encore nécessaire. Dans un deuxième temps, anticipant la possibilité que cette position ne soit pas partagée par les rapporteurs au fond, la Commission a proposé une série d'amendements visant à préciser le statut, le périmètre et les missions de l'IAVF, amendements que la Commission des affaires économiques a retenus. Tel qu'il est donc actuellement présenté dans le texte de la Commission que nous examinons, l'IAVF prendrait la forme d'un établissement public national à caractère administratif. Les organismes de recherche sous tutelle du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire l'INRA et l'IRSTEA, y seraient intégrés d'emblée et obligatoirement. Les fondations reconnues d'utilité publique comme l'Institut Pasteur pourraient y adhérer. La formation initiale et continue des personnels de l'enseignement technique agricole ferait partie des missions de l'IAVF. Enfin, des conventions de partenariat pourraient être conclues à cet effet avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Nous n'avons redéposé pour la séance publique que 3 amendements. L'un précise que chaque membre de l'IAVF dispose d'au moins un siège au conseil d'administration. Les 2 autres amendements visent à supprimer les modifications apportées par l'article 27 bis à la loi sur l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013. Sous réserve de leur adoption,
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a rendu un avis favorable à l'adoption du projet de loi. Je tiens pour conclure à indiquer qu'à titre personnel, je continue à plaider pour la suppression en l'état du projet d'IAVF et que nous profitions du délai imparti par la loi Fioraso pour retravailler cette solution. Cette conviction s'est d'ailleurs renforcée et confortée par l'échange que j'ai eu la semaine dernière en recevant avec mon groupe, à leur demande, une délégation intersyndicale réclamant l'abandon de ce projet. Les interrogations, les inquiétudes portées quant à l'efficacité de cette nouvelle structure font ainsi écho, bien évidemment, à celles que je disais et que j'ai développées dans mon rapport pour avis. Je souhaite donc que le débat sur l'article 27 nous permette d'améliorer ce projet de loi dans son ensemble et je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre Kameni, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec 25% d'exploitation en moins en 10 ans et un recul de ses parts de marché à l'exportation, l'agriculture française, il est vrai, traverse des difficultés, mais la ferme France reste l'une des plus performantes du monde. C'est dans ce contexte, en demi-teinte, que s'inscrit le projet de loi que nous présente aujourd'hui le gouvernement. Il intervient aussi dans un cadre européen renouvelé par la réforme de la politique agricole commune. Ce texte traduit la volonté de donner un nouvel élan à notre agriculture en favorisant des modèles de développement à la fois plus performants et plus durables. Compétitivité économique et compétitivité environnementale ne sont plus opposées l'une à l'autre. La performance environnementale devient même un atout dans la compétition mondiale. Elle n'est plus perçue comme une contrainte. Au contraire, elle ouvre le champ des possibles, favorise le collectif, l'initiative, l'innovation, l'expérimentation et l'échange. Dans son rapport consacré à l'agroécologie, Marion Guilloux, ancienne présidente de l'INRA, a recensé nombre de pratiques innovantes qui ont fait leurs preuves. Ces instigateurs ont réussi, dans un cadre le plus souvent collectif, à diversifier leur production, à réduire la dépendance de leurs exploitations en eau, en énergie, en engrais et en produits phytosanitaires. Je me félicite que ce texte permette d'amplifier ces initiatives en offrant un véritable cadre au développement de l'agroécologie et en favorisant la multiplication de ces expériences innovantes. 4 sujets ont plus particulièrement intéressé la Commission du développement durable dans ce projet de loi d'avenir. Les premiers articles, qui posent les grands principes de la politique agricole et l'inscrivent dans une perspective de développement durable réaliste. Les articles concernant la modernisation de nos outils fonciers pour mieux lutter contre la consommation d'espaces agricoles, les articles relatifs aux pesticides qui visent à perfectionner le dispositif de mise sur le marché et de suivi des produits phytosanitaires, tout en encourageant à la réduction des intrants. Enfin, le titre relatif à la forêt, dans la mesure où, dans ce domaine également, une inflexion forte est attendue par l'ensemble des acteurs concernés en faveur d'une meilleure gestion et d'une gestion plus durable des forêts. L'article 3 de ce projet de loi propose la création des groupements d'intérêt économique et environnemental destinés à favoriser les pratiques agroécologiques. Ce faisant, il s'inspire d'expériences étrangères réussies. C'est là un tournant historique. Il s'agit de promouvoir, avec ambition mais aussi réalisme, une agriculture durable, non en imposant une norme uniforme, mais bien en partant des spécificités des territoires. Ce tournant s'accompagne d'une modernisation des outils fonciers pour mieux lutter contre la consommation d'espaces agricoles, améliorer la répartition parcellaire, concourir à la diversité des systèmes de production et surtout mettre fin à la dichotomie stérile entre espaces naturels et espaces agricoles et forestiers. En commission du développement durable, puis des affaires économiques, nous avons beaucoup discuté de l'opportunité d'intégrer dans le diagnostic des SCOT la prise en compte du potentiel agronomique du territoire.
Un amendement en ce sens a été déposé par nos collègues René Nicou et Bernadette Bourzet. L'intérêt d'une telle démarche est double. Connaître le potentiel agronomique d'un territoire permet d'améliorer les pratiques, mais également d'éviter que l'expansion urbaine se fasse sur les terres agricoles les plus productives. Je n'ignore pas les coûts à court terme de tels diagnostics et les difficultés opérationnelles qu'il faudra régler pour y parvenir. Cependant, à l'heure d'engager l'avenir de l'agriculture dans notre pays, je suis persuadé qu'il s'agirait d'une mesure utile pour s'inscrire dans le long terme et atteindre l'objectif d'une double performance économique et environnementale. J'en arrive aux apports de la Commission du développement durable sur les articles relatifs aux produits phytosanitaires. La Commission a tout d'abord souhaité sécuriser le transfert à l'ANSES de la mission de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les produits phytosanitaires. Ce transfert est bienvenu. La double instruction des dossiers par le ministère et par l'ANSES crée des retards dont les conséquences sont considérables sur le terrain en termes de production. Je pense en particulier à certaines productions maraîchères, comme les fraises, dont la saison commence et dont mon département est le premier producteur de France, et qui sont en attente cruciale d'options de traitement phytosanitaire. L'enjeu est bien ici l'efficacité économique par la simplification du droit et la rapidité des procédures. Il est toutefois apparu à la Commission que ce transfert devait s'effectuer dans le strict respect du principe de séparation de l'évaluation et de la gestion du risque. Dans cette optique, la Commission du développement durable a adopté 3 amendements. Un amendement qui dote les inspecteurs de l'ANSES de pouvoirs d'inspection et de contrôle afin que ces agents puissent mener correctement leur nouvelle mission en matière d'autorisation et de suivi des mises sur le marché. Un amendement de réécriture de l'article 22 bis. Nous avons renommé le Conseil d'orientation créé par les députés Conseil de suivi des autorisations de mise sur le marché. Y siégeront des représentants des ministères de tutelle ainsi que des experts de l'ANSES. Point important, notre amendement rend public les avis de ce Conseil. La transparence est en effet une garantie d'indépendance. Enfin, un amendement donnant au ministre de l'Agriculture le pouvoir de prendre en urgence toute mesure de retrait ou d'interdiction d'une autorisation de mise sur le marché. C'est là une avancée fondamentale. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, le ministre doit pouvoir intervenir en urgence sans préjudice de la compétence confiée à l'ANSES en matière de délivrance des autorisations. Cet amendement garantit que le pouvoir politique reste responsable en matière de pesticides, car nous avons pu le constater ces dernières années, ce qui est compliqué, ce n'est pas de donner une AMM, mais bien de la retirer à temps. Avec l'amendement adopté par la Commission des affaires économiques à l'initiative de Didier Guillaume, qui donne un droit de veto au ministre chargé de l'Agriculture sur les décisions d'AMM de l'ANSES, nous disposons désormais d'un dispositif complet et sécurisé qui permettra un gain d'efficacité considérable. Restera à régler la question des moyens de l'ANSES, insuffisants aujourd'hui au regard de ses nombreuses missions et du plafond d'emploi de l'agence. Et nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015. De manière générale, notre commission se félicite des dispositions relatives aux pesticides contenues dans ce projet de loi, car elles visent clairement à atteindre l'objectif de réduction des intrants. Les GIE doivent également contribuer à cet objectif en permettant de mutualiser les pratiques innovantes, sobres en pesticides. La dynamique de groupe est à ce titre fondamentale. Dans mon département, le Lot-et-Garonne, une charte de coexistence a été signée en décembre 2012 entre apiculteurs, agriculteurs, multiplicateurs de semences, agriculteurs en agrobiologie et collectivités locales. Cette charte a constitué l'une des orientations proposées lors des États généraux de l'agriculture départementale organisés par le Conseil général, au cours desquels chacun a pu exprimer ses attentes vis-à-vis des autres filières et des collectivités. L'objectif de la charte est d'une part de maîtriser les flux de pollen auxquels sont sensibles les productions de semences hybrides, d'autre part de protéger les abeilles et l'agriculture biologique de la dispersion de produits phytosanitaires. En 2 ans de mise en œuvre, la charte a permis de développer le dialogue entre les différents usagers de l'espace agricole, de mieux prévenir la contamination des semences par les flux de pollen, de préserver les insectes pollinisateurs et d'améliorer l'usage des traitements phytosanitaires.
L'avenir de l'agriculture passe par ce type d'expérience volontaire et innovante, et ce projet de loi va contribuer à les encourager. Je terminerai par un mot sur le volet forêt du texte. Notre commission a adopté 2 amendements de simplification. Nous avons supprimé la disposition qui prévoit l'élaboration annuelle par le département, en concertation avec les communes et EPCI concernés, d'un schéma d'accès à la ressource forestière. Ce schéma constitue une formalité administrative supplémentaire qui pourrait avoir des implications très lourdes pour les communes qui n'ont pas nécessairement les moyens d'adapter leur voirie. En outre, la problématique est davantage celle de l'accès aux parcelles au sein des espaces forestiers. Les députés avaient également ajouté une obligation d'incorporation de bois dans les constructions neuves, et malgré une louable intention, cette disposition comporte un risque sérieux d'inconstitutionnalité. Par ailleurs, la filière bois-construction ne semble pas encore à même de répondre à la demande. Ce dispositif aurait alors pour conséquence d'aggraver le déficit de la balance commerciale et de subventionner les importations. Notre commission, soucieuse d'encourager des productions territorialisées et durables, a proposé la suppression de ce dispositif et a été suivie par la commission des affaires économiques. Voilà rapidement présenté la position de la commission du développement durable sur ce texte. Nous estimons qu'il s'agit d'une bonne loi, d'une loi qui ouvre, une loi qui accompagne réellement l'agriculture vers la modernité, une modernité économique en réponse aux enjeux de compétitivité, une modernité environnementale en réponse aux attentes profondes de nos concitoyens. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Joël Labbé pour le groupe Écologie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je vais beaucoup vous parler d'agroécologie. Ça ne vous surprendra pas. Mais avant de commencer, de peur d'oublier, je voudrais, Monsieur le Ministre, saluer votre qualité d'écoute, celle des membres de votre cabinet, la qualité d'écoute du rapporteur aussi, Didier Guillaume, avec qui, des rapporteurs, mais en particulier Didier Guillaume, je tiens à le souligner, même si pour nous, le compte n'y est pas encore tout à fait. Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Projet traduisant votre volonté affirmée, Monsieur le Ministre, de faire de la France le leader européen de l'agroécologie. Vous l'avez réaffirmé il y a 1 an tout juste, en introduisant le colloque que j'organisais au Sénat sur l'agroécologie. Cette coïncidence de date, je la vois comme un bon signe, celui d'une reconnaissance officielle de la nécessaire transition agroécologique de notre agriculture, qui se traduit dans le projet de loi que nous allons examiner ces prochains jours. Je vais tout d'abord évoquer les points majeurs issus de ce colloque, car ils éclairent la position que nous, écologistes, porterons ici, position que je développerai dans le second temps de mon intervention. L'agroécologie, à la fois science, au croisement de l'agronomie et de l'écologie, mouvement social et pratique agricole, l'agroécologie ne se résume pas à un concept scientifique et donc à une vision technique, voire techniciste de l'agriculture. Améliorer les techniques est une chose. Proposer un modèle de développement et répondre à des demandes sociales et sociétales, celles des agriculteurs, des consommateurs, des citoyens, en est une autre. S'engager dans l'agroécologie, à titre individuel et collectif, suppose d'engager un certain nombre de ruptures. Rupture avec les modèles en place, avec nos schémas de pensée habituels. Rupture dans le système alimentaire, pour aller vers une alimentation plus locale, moins standardisée, moins riche en produits animaux, respectant l'environnement et la santé.
Rupture dans le système économique pour assurer un revenu équitable aux agriculteurs, en développant les filières courtes, en recherchant un ancrage territorial dans l'économie locale. Au niveau international, cette relocalisation de l'économie agricole suppose une souveraineté alimentaire effective pour chaque grande région du monde. Rupture dans les politiques publiques également. L'agroécologie nécessite une nouvelle gouvernance pour les politiques publiques avec une reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture, des politiques publiques davantage territorialisées, mieux adaptées aux agrosystèmes locaux. Cela n'est pas simple. Cela n'est pas simple car cela suppose une application collective non seulement des agriculteurs, mais aussi de l'ensemble de la société. Si la responsabilité est collective, elle est donc, et bien sûr, politique, afin de déverrouiller les systèmes. Les politiques que nous sommes, devons retrouver notre vraie place, exercer notre pleine responsabilité et imposer nos vues face aux intérêts des lobbies, de l'agrochimie, de l'agro-industrie, de l'agro-business. Ce n'est pas simple donc, mais c'est d'autant plus urgent si on veut répondre à la désespérance sociale qui gagne le monde rural, si on veut répondre aussi au décrochage des territoires périphériques par rapport aux métropoles. Élu breton, je citerai l'exemple du modèle agricole et agroalimentaire breton, un modèle qui a atteint et même dépassé ses limites. Le résultat du manque d'anticipation des dirigeants des grands groupes agro-industriels, mais aussi des élus et aussi de l'État, on le vit au jour le jour en Bretagne. Poursuivre sur les mêmes logiques, c'est enterrer définitivement toute option pour une économie territoriale qui ne soit ni prédatrice, ni destructrice, mais bien créatrice de valeur ajoutée, d'emplois et de qualité de vie. Aussi, ce n'est pas la multiplication des dérogations, comme le relèvement du seuil d'autorisation des élevages industriels de porc. Ce n'est pas le renflouement financier permanent d'un modèle à bout de souffle sans contrepartie, du type Pacte Avenir pour la Bretagne. Ce ne sont pas non plus les fausses bonnes idées à vision trop court-termiste, comme le développement massif de projets de méthanisation, dans le but de traiter les effluents d'élevage, qui nous permettront de reconquérir cette économie territoriale et de répondre à la demande légitime de vivre, travailler et décider au pays, slogan que l'on a beaucoup entendu chez nous ces derniers temps. Le modèle actuel met aussi en avant la prétendue vocation agro-exportatrice de la France, et cela sur un fond de solidarité alimentaire internationale. Une vocation agro-exportatrice alimentaire fondée sur l'exportation de produits bas de gamme pour lesquels nous ne pourrons pas rester compétitifs et qui, de plus, déstructurent les agricultures des pays tiers. L'exemple du poulet breton pour l'exportation est édifiant quand on sait que plus de 40% de la viande de poulet consommée en France est importée. Et ça a fait l'actualité la semaine dernière pour une partie maintenant importée du Brésil. C'est grandiose ou c'est triste. Et puis, pour nourrir ces élevages, nous sommes nous-mêmes toujours totalement dépendants des protéines végétales importées. En Bretagne, les 2,6 millions de tonnes de soja importées, en majeure partie OGM, annexent plus d'1 million d'hectares de terres d'Amérique latine. Cela au détriment des agricultures vivrières locales, au détriment aussi de milliers d'hectares de forêts primaires. On ne peut donc pas parler chez nous de souveraineté alimentaire. Pourtant, certains osent encore dire qu'il faut encore augmenter nos rendements par une agriculture toujours plus productiviste pour nourrir les populations de la planète. Ce discours devient absolument insupportable. Commençons d'abord par cesser d'affamer ces populations par nos modes de production. Notre enfermement dans le système maïs en silage, soja en production intensive cause des dégâts irrémédiables sociaux, économiques, environnementaux, autant chez nous qu'à l'échelle de la planète. Pour l'examen de ce projet de loi, nous nous sommes donc attelés à une chose, ne pas rester au milieu du gué. Cette loi, Monsieur le Ministre, porte un message positif
extrêmement important pour les agriculteurs et pour les citoyens. En vous attachant à faire évoluer les politiques foncières d'installation, les outils de préservation des terres agricoles, en portant la reconnaissance des dimensions tant collectives qu'individuelles du changement par la création des GI2E, en renforçant la participation de la société civile et des collectivités territoriales dans les instances de gouvernance, vous avez, Monsieur le ministre, très clairement engagé la bascule nécessaire. Mais comme toujours, sur ces sujets, nous vous inviterons à aller plus loin encore. En effet, si nous parlons de transition, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une coexistence, certes politiquement très commode, mais les modèles agroécologiques et agro-industriels sont pour nous en concurrence. Et refuser de choisir, c'est choisir la loi du plus fort. Alors nous pensons vraiment que ce projet porte les germes de la transition, mais qu'il peut et doit être renforcé pour que l'ensemble des outils disponibles soient mobilisés en faveur de l'agroécologie et seulement l'agroécologie. Dans les amendements que nous présentons, nous défendons que, premier axe, produire autrement, c'est aussi adopter un autre mode de production des connaissances. C'est pourquoi nous portons la reconnaissance des associations têtes de réseau de développement agricole et rural, partie prenante au quotidien et de longue date de l'accompagnement des agriculteurs et des créateurs d'activités en milieu rural, moteur de l'innovation sur nos territoires. Produire autrement les connaissances, c'est aussi s'atteler à la formation des jeunes, des moins jeunes et du corps enseignant. Une formation en phase avec les principes de l'agroécologie. C'est orienter clairement la conduite des exploitations agricoles et des ateliers technologiques des établissements d'enseignement. Produire autrement, c'est sortir la recherche de l'ornière de la seule agriculture productiviste en privilégiant la pluridisciplinarité entre techniques, sciences sociales et sciences économiques. Psychologie aussi pour comprendre les freins au changement. Produire autrement, c'est redonner toute sa place à l'agronomie. Deuxième axe, l'autonomie des agriculteurs. Autonomie décisionnelle, autonomie des exploitations, autonomie vis-à-vis des grands groupes industriels. C'est par exemple reconnaître le droit inaliénable de ressemer. Ou encore sortir les PNPP, préparations naturelles peu préoccupantes, de la liste des produits phytosanitaires. Troisième axe, la préservation des ressources. Préservation évidemment des ressources foncières. La terre doit retrouver sa première fonction, celle d'une terre nourricière. Préservation de la biodiversité de l'eau, des sols. Nous plaidons pour une diminution drastique de l'utilisation des produits pesticides et pour l'interdiction des produits phytosanitaires classés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques de type 1. Tout comme l'interdiction formelle des épandages aériens, notamment dans les Outre-mer. Ces demandes d'interdiction sont bien sûr aussi motivées par les graves conséquences avérées sur la santé humaine. Quatrième axe, le renouvellement des générations et le soutien aux nouveaux agriculteurs. Ce soutien doit se faire quel que soit l'âge d'entrée dans le métier, par la progressivité des cotisations sociales et la reconnaissance des cotisants solidaires, par la reconnaissance aussi des formes coopératives comme les coopératives d'activité et d'emploi agricole, par la mise en place de fonds de cautionnement public pour l'installation des hors-cadres familiaux. Enfin, dernier axe, une agriculture ouverte sur la société. Cela nécessite de reconnecter agriculture, alimentation et territoire. C'est dans cet esprit que nous proposons le renforcement des projets alimentaires territoriaux introduits par nos collègues écologistes de l'Assemblée. Dans ce même esprit, nous proposerons la prise en compte de l'agriculture en tant que telle dans le diagnostic des SCOT. Ce sont tous ces points et bien d'autres encore que nous développerons dans les jours qui viennent. Enfin, je voudrais également évoquer le titre sur la forêt sur un point particulier. La présomption de garantie de gestion durable accordée au code de bonnes pratiques sylvicoles, auquel on adjoint une obligation de coupe et travaux, mais sans volet social et environnemental, est une disposition contraire aux objectifs affichés et qui contribuera encore davantage à la concentration de la filière. Il faudra y revenir. En conclusion, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Ce projet de loi pose des bases intéressantes, pertinentes, pour s'engager sur le chemin de la transition vers le produire autrement, mais aussi le consommer autrement et jusqu'au vivre autrement. Et j'espère vivement que votre ambition de faire de la France le leader européen de l'agroécologie pourra aboutir. Mais à propos de l'Europe, quelle serait notre déconvenue si dans quelques mois, tous ces efforts engagés étaient anéantis par l'adoption en l'état du partenariat transatlantique du commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce serait la victoire de l'agro-industrie, tant européenne qu'américaine, et nos produits de qualité issus de l'agroécologie seraient concurrencés par l'alimentation OGM, le bœuf aux hormones et le poulet javellisé. Alors on compte beaucoup sur vous. Bref, Monsieur le Ministre, encore une fois, au nom du groupe écologiste, je soutiens l'ambition agroécologique de votre projet, ambition que je souhaite voir devenir effective, et on appelle donc à une cohérence globale de nos politiques publiques, agricoles, alimentaires et commerciales. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Lasserre pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après une longue coupure depuis l'examen en commission, nous débattons enfin ce soir en séance du projet de loi tant attendu d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Je tiens tout d'abord, bien entendu, à saluer le travail de nos deux rapporteurs, messieurs Guillaume et monsieur Leroy, monsieur Guillaume donc fraîchement promu par monsieur Leroy, nous l'avons tous entendu, qui ont mené un travail intense et ont su, soyons sérieux, vraiment être très à l'écoute des organisations que nous avons auditionnées et à l'écoute des sénateurs. Grâce à eux, nous avons pu aborder le texte très sereinement, nous avons pu travailler dans un climat de dialogue et d'ouverture, et ceci nous a permis déjà de trouver plusieurs points d'accord. Avant d'évoquer le contenu de ce texte d'avenir, je souhaiterais à mon tour faire un très rapide point sur le contexte actuel, un rappel de la situation agricole et surtout des situations très contrastées que l'on trouve dans le monde agricole. De nombreux agriculteurs sont dans une situation de désespérance absolue. C'est ça la réalité. La crise de l'élevage, la traduction en déficit d'installation, la terrible déprise agricole dans certaines zones, je pense ici plus particulièrement à la montagne, mais pas simplement à la montagne. La liste est très longue, illustrant vraiment cette situation de désespérance, et je crois que c'est un mot qui convient. Autant d'exemples donc qui mettent en exergue la situation gravissime dans laquelle nous sommes, Monsieur le Ministre, dans laquelle nous sommes, et on peut dire que dans certains cas, même au niveau de certains ateliers industriels, nous atteignons des points de non-retour, je pense notamment à la production laitière. Face à ce constat dramatique, vous nous annoncez, Monsieur le Ministre, une grande loi d'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. L'intitulé pouvait nous donner quelques espoirs, mais lorsqu'on se penche un peu plus attentivement sur le texte, pardonnez-moi, nous sommes déçus, on n'y voit vraiment pas l'élan que nous attendions correspondant au vocabulaire employé. On n'y voit pas, nous avons connu d'autres lois d'orientation de l'agriculture, M. Deneuve en parlait tout à l'heure, on n'y retrouve pas de souffle nouveau et nous considérons que l'emballage est beaucoup plus brillant que le contenu. Il y a certes dans ce projet certaines améliorations, principalement sur les dispositifs actuels, mais c'est, de notre point de vue, beaucoup plus un toilettage qu'une véritable loi d'avenir, Monsieur le Ministre. Je reviendrai un peu plus tard sur les grands sujets absents de ce projet et qui auraient pu, de notre point de vue, faire de ce texte une réelle loi d'avenir. Au-delà de ce manque d'élan, sur lequel je reviendrai donc, je souhaiterais évoquer l'orientation globale qui a été choisie et surtout le déséquilibre marqué entre le domaine économique et le domaine environnemental, dont vous aviez fait une pierre d'achoppement et une très belle ambition en rajoutant le domaine social, les trois. Il faut donc un juste équilibre, bien entendu, entre la recherche de performance économique et la recherche d'une agriculture verte, agro-environnementale. Et s'il est évident, nous regardons le texte, que l'environnement doit avoir sa place dans l'agriculture, cela ne doit pas se faire au détriment de la performance économique. Or, dans ce projet de loi,
Si l'écologie est bien présente, la place de l'économie est insuffisamment présente, bien entendu. La dimension, le contenu économique n'est pas au rendez-vous, ou s'il l'est, c'est très faiblement, trop faiblement. Daniel Dubois, dans son intervention, va également le démontrer. Or, la compétitivité de la France dans le domaine agricole est primordiale. Il nous faut toujours innover avec de nouveaux outils économiques, de nouvelles pistes, c'est nécessaire, et surtout stabiliser et sécuriser la situation financière des agriculteurs. Sur le fond, je souhaiterais apporter quelques précisions. On n'est pas, bien entendu, complètement critique par rapport au travail effectué. Je pense qu'on peut noter quelques avancées sur la clause miroir. Il faut dire qu'on revient de loin et que le texte n'était pas complètement adapté aux situations. Suite à de nombreuses discussions, et je rends hommage au travail des rapporteurs, j'y reviens, un compromis semble avoir été trouvé, ce qui est une bonne chose. Je pense aussi au débat sur le foncier. Ces débats ont été engagés sereinement, Monsieur le Président de la Commission économique. C'est un sujet très délicat sur lequel il convient d'avancer très prudemment, les points de vue étant extrêmement éloignés les uns des autres. Grâce à ce projet de loi, nous avons pu convenablement en débattre et évoquer certaines pistes. De même sur le registre de l'agriculture, qui vient renforcer le statut de l'agriculteur, auquel sont subordonnées notamment certaines aides. Certes, les mesures proposées ne sont peut-être pas parfaites, mais c'est un outil à certaines conditions, et le débat, je pense, va améliorer le dispositif. Et vos réponses, Monsieur le Ministre, le contenu sera probablement satisfaisant. Malheureusement, si plusieurs avancées sont notables, il y a aussi et surtout de nombreux sujets qui sont absents, les grands oubliés de ce projet, ce qui est regrettable parce que sur ces sujets primordiaux pour le futur agricole, on aurait pu réellement faire de ce texte une vraie loi d'avenir. Je pense ici, pardonnez-moi, par exemple, aux organismes génétiquement modifiés. Comment est-il possible que le gouvernement préfère inscrire en procédure accélérée l'examen de propositions de loi sur une variété OGM plutôt que d'inclure ce grand sujet d'avenir dans un texte qui se veut justement d'avenir? L'avenir avec les OGM, nous y sommes, nous sommes en plein dedans, la recherche est capitale, Monsieur le Ministre, ne passons pas à côté, c'est aujourd'hui le bon rendez-vous. Ce projet de loi aurait été propice pour traiter le sujet des OGM avec une dimension beaucoup plus globale. Nous n'allons tout de même pas examiner une nouvelle proposition de loi pour chaque variété OGM qui sortira. C'est dommage que nous n'ayons pas utilisé ce rendez-vous. Le deuxième exemple, les PGM, Président, mais on s'est compris. Un autre point oublié me semble important. Je veux parler de la politique agricole commune et de certains de ses aspects. Monsieur le Ministre, elle n'est pas très présente dans le texte, très peu de liens, très peu de références n'est fait avec la PAC. Or, je pense que certains problèmes auraient dû être évoqués, tout ce qui est notamment laissé à l'appréciation des États membres, la marge de manœuvre que nous avons, que vous avez, notamment sur la partie verdissement et sur les obligations d'assolement qui seront véritablement catastrophiques pour certaines régions de monoculture. Troisième point oublié, ou trop oublié, la relation avec la distribution. Bien entendu, le médiateur aura sa fonction, notamment pour la coopération agricole, mais il manque à mon sens dans les attributions de ce médiateur, au regard de l'aspect relationnel avec la grande distribution, un cadre contractuel beaucoup plus précis, beaucoup plus resserré, garantissant beaucoup mieux la production. Je note notre thème primordial à mon sens et qui n'a pas été évoqué dans le projet de loi, la couverture des risques. Nous l'avons encore constaté cette dernière année dans quasiment toutes les régions de France. Je pense à mon département, bien entendu, mais toutes les régions de France ont été touchées par les catastrophes. Face à ces désastres, les agriculteurs sont désemparés et nous connaissons tous des agriculteurs qui, au regard de leur situation, ne pourront pas s'en relever. Des dispositifs existent en matière de gestion de crise ou d'après-crise liés notamment aux inondations, mais je crois que nous devions pointer ces lacunes. Ceci engendrera d'autres réflexions comme l'articulation des rôles de chacune des collectivités ou encore les obligations auxquelles les collectivités devraient souscrire, assurance ou non, création de fonds spécifiques. Cet aspect est un grand oublié de la loi d'avenir. Dernier exemple que je voulais citer, dernière absence sur laquelle nous attendions au moins un débat, la simplification administrative en direction de l'agriculture. Et j'ai un exemple en tête, l'application de la loi sur l'eau. Nous avons des régions entières, notamment les zones humides, les zones marécageuses, qui souffrent terriblement d'une application irréfléchie, incontrôlée ou mal interprétée de la loi sur l'eau. Je crois que sur le registre de la simplification apportée à l'activité agricole, nous aurions pu, je pense, connaître quelques belles avancées. Je vous livre tous mes sentiments. Vous l'aurez donc compris, face à ce projet de loi, nous sommes plutôt mitigés.
L'avenir de l'agriculture n'est de toute évidence pas suffisamment présenté dans un texte que nous considérons de toilettage, Monsieur le ministre. L'espoir que laissait présager l'intitulé de ce projet, j'y reviens, nous laisse aujourd'hui un peu sur notre faim. Tant de sujets, de thèmes importants, pour ne pas dire capitaux, auraient pu et dû être abordés. Nous serons très attentifs au déroulement des débats et nous voterons bien entendu en conséquence. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Alain Bertrand pour le groupe RDSE. Bon, très rapidement, pour dire que je trouve que c'est une bonne loi, que je me félicite que M. Le Foll soit ministre de l'Agriculture dans ce nouveau gouvernement, parce qu'il y connaît quand même quelque chose et c'est un bon ministre. Je remercie Didier Guillaume, Philippe Leroy, que j'ai beaucoup apprécié sur la forêt, parce qu'il a dit des choses importantes, et Mme Gontier-Morin, M. Kamani, voilà. Bon, donc... c'est vrai que ce projet de loi, bon, il vient après la discussion de la PAC, qui n'est pas complètement terminée. Moi, j'aurais préféré qu'il vienne encore plus tard. Bon, les enjeux fondamentaux sont bien traduits. Sur plusieurs points, il amène des réponses opportunes, mais il suscite aussi beaucoup d'inquiétudes. Je l'ai dit au ministre Stéphane Le Foll, ce projet de loi fait la promotion de l'agroécologie, ce qui est une erreur, parce que ça choque tous nos agriculteurs. Agroécologie, dans les campagnes, ça ne veut rien dire. Quand on retourne un champ, ce n'est pas de l'écologie, puisqu'on ne conserve pas son caractère naturel. Quand on met un pesticide, ce n'est pas non plus, et pourtant, c'est une façon agronomique absolument indispensable. Donc moi, Monsieur le ministre, j'aurais parlé, mais je sais que je suis un élu de la campagne, d'une agriculture raisonnée. Tout simplement, et ça aurait évité de choquer tous nos agriculteurs. Et les choses, dans nos milieux très ruraux, M. Didier Guillaume, seraient beaucoup mieux passées et ça nous aurait évité d'avoir à nous expliquer en permanence. Je suis d'accord avec Joël Labbé. Je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas pour qu'on bousille tout. Je ne suis pas pour que l'avenir de l'agriculture, ce soit une production idiote. Je ne suis pas pour la disparition des prairies naturelles. Je ne suis pas pour passer 15 fois des pesticides. Pour autant, le terme agroécologie n'est pas le bon terme. Agriculture raisonnée, ça aurait été le bon terme. Lui, il veut aller beaucoup plus loin. Et il incite le ministre Stéphane Le Foll à le faire. Moi, je voudrais aller, mon cher Joël, avec beaucoup plus de bon sens. Et on verrait où le bon sens nous conduit. Et nous avons le souci de préserver l'environnement tout en permettant de produire. Parce que le monde agricole, c'est quand même des milliers et des milliers de personnes qui vivent de leur métier, qui travaillent dur. Je regardais les primes il n'y a pas longtemps, en Lozère, il y a des primes inférieures à 10 000 € par an. Bon, je sais bien que certains agriculteurs, même en Lozère, touchent 100 000 € ou des céréaliers touchent parfois 200 000 € ou 300 000 € par an. Mais c'est des gens qui travaillent dur et donc il faut d'abord quand même leur parler de leurs revenus, des difficultés et du fait que dans le pays, ils sont une force vive. Le Premier ministre, cet après-midi, nous disait, bon, la France, on est un grand pays, on a des savoir-faire immenses, on a des comptes extérieurs qui des fois sont déséquilibrés, mais on a une partie de notre savoir-faire, comme l'agriculture, qui nous permet d'avoir une balance positive. Donc il faut utiliser ça. Voilà. Alors, moi, j'aurais pas préféré qu'on parle dans cette loi, mais ce n'était pas possible parce que c'est une loi d'ensemble d'ICHN ou de DPU revalorisée. Les histoires des groupements d'intérêt économique, c'est une bonne chose. Les filières, que ce soit le lait ou la viande, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux en réfléchissant à plus grande taille, en ayant des vraies stratégies industrielles parfois, parce qu'il le faut pour le lait, avec des ateliers de transformation de taille importante, pour encourager là où c'est possible les labels. Voilà. Bon, il y a des questions qui sont bien traitées, comme la protection des terres agricoles. Il y a d'autres questions
Je comprends aussi la réserve du ministre et des commissions, comme l'extension du droit de préemption des affaires. Moi, je fais confiance aux affaires, ces outils qui marchent bien, qu'on connaît bien, avec finalement des gens près du terrain. C'est vrai qu'ils ne votent pas tout le temps pour ma sensibilité, mais bon, ce sont des gens qui sont efficaces pour la profession agricole. Et j'aurais préféré qu'ils puissent aller plus loin. Quand on dit que pour acquérir un bâtiment d'habitation, il faut qu'il ait été utilisé pour l'exercice d'une activité agricole au cours de ces dernières années, c'est pas connaître le milieu rural, parce que les ruines qui tiennent à des bâtiments agricoles, souvent elles sont abandonnées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour autant elles ont tout le temps été agricoles, et si elles ne sont plus agricoles demain, elles ne seront qu'une maison de campagne qui ne permettra pas souvent à un jeune agriculteur de s'installer. Donc sur les affaires, on aurait pu aller un peu plus loin. Sur les défrichements, je voulais attirer l'attention du ministre et de la Commission. On est dans un pays où il se passe des choses, des histoires de corne-cul, comme dirait mon préfet en Lozère, qui emploie cette expression, que je trouve jolie, je ne la connaissais pas bien. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis maire d'une petite ville, Mende, en Lozère. C'est une ville de 14 000 habitants. Et on fait une zone d'activité avec 2 plateformes de 30 hectares. Bon, ça fait 7 ans qu'on y travaille, ça fait pas 3 mois. Et sur la première plateforme, pour déboiser 33 hectares, où forcément un jour ou l'autre il y aura plusieurs centaines d'employés, et qui est déjà retenu à 80%, on a mis 1 an de bataille avec la DDT. D'un côté, 33 hectares de mauvais pins sylvestres déboisés, et de l'autre côté, plusieurs centaines d'emplois. Donc ça, messieurs les présidents, monsieur le ministre, il faudra y mettre fin. Pour l'histoire du loup, vous le savez, je ne crois pas du tout. Épargnez-moi, monsieur Raoul, monsieur le président. Alors, je ne crois pas du tout, oui, ça c'est ce que disait l'ancienne présidente de la communauté d'agglomération de... Bien, je n'en dis pas plus. Mais bon, je ne crois pas, moi, au déclassement de la Convention. Je vous prends un exemple. On a le cormoran qui pille, qui est à des millions d'exemplaires. Je suis président de fédération de pêche, ancien membre du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, enfin bon, depuis 25 ans. Et donc, les cormorans, par millions, pillent toutes les rivières de France. Mais ils sont toujours classés, protégés par l'Europe. Si vous allez en Afrique, il y a des cormorans partout par millions. Vous allez en Asie, il y a des cormorans partout par millions. Ils sont en train de crever les truites farios sauvages, l'ombre commun, mais ça fait rigoler tout le monde. Donc, là aussi, le bon sens, Joël Labbé, j'en suis sûr, et monsieur le ministre, vous serez d'accord. Pour le loup, ben, il faut prendre des mesures de bon sens, tout simplement, monsieur le ministre, avant que la situation dégénère. Je sais que... Chers collègues, je vais vous demander de conclure. Voilà, je voterai cette loi avec plaisir, monsieur le ministre, et continuons à l'améliorer. Voilà, merci, excusez-moi. Merci. Merci. Je passe la parole à monsieur Gérard César pour le groupe UMP. Merci. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, je voudrais saluer particulièrement les rapporteurs de la Commission économique, Didier Guillaume et Philippe Leroy, qui nous ont apporté toute leur science et leur concours. Je voudrais les remercier. Chers collègues, contrairement aux apparences, la majorité et l'opposition ne défendent pas des visions antagonistes de l'agriculture. Bien sûr, le débat autour de ce projet de loi est accaparé par la promotion de l'agroécologie et de l'ensemble des dispositions qui conduisent à un verdissement de notre politique agricole. Dans ce texte, le gouvernement redouble d'efforts sémantiques pour satisfaire toutes les composantes de sa majorité. Cela, nous le savons, n'a rien de surprenant. Cependant, il ressort des débats à l'Assemblée nationale qui auraient 2 visions irréconciliables de l'agriculture française, avec d'un côté une majorité volontaire pour incarner une rupture écologique, et d'autre côté, une opposition hostile au développement de l'agriculture biologique. Mes chers collègues, je ne crois pas à ce clivage grandement artificiel. Nous avons, j'en suis certain, un dénominateur commun important. Le premier de ces dénominateurs communs est, selon moi, la satisfaction de notre demande intérieure. Oui, il est incompréhensible que la France importe la moitié de ses fruits et de ses légumes.
Oui, il est incompréhensible que la France importe 20% de sa consommation de viande bovine ou la majorité de sa consommation de viande ovine. Dans le même temps, et en quelques années, la France est passée du 2e rang mondial pour les exportations agroalimentaires au 5e rang, derrière les USA, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Brésil. Certes, notre agriculture rencontre de nouveaux concurrents redoutables, mais nous ne profitons pas suffisamment de ces marchés émergents qui, eux, arrivent à pénétrer les marchés européens. Ce constat, tout le monde peut le faire et je le résumerai ainsi. Nous avons un potentiel énorme, largement sous-exploité, et lorsqu'il n'est pas sous-exploité, notre offre est inadaptée parce que mal organisée. Pourtant, si on regarde de près la part de chaque production dans l'agriculture française, l'élevage est en première position avec 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2012. Ce secteur est suivi par l'activité céréalière qui a rapporté 15 milliards d'euros. Enfin, en troisième position, on retrouve le secteur des fruits et légumes avec plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes donc là un immense gâchis. Nous avons un terroir, un savoir-faire, des produits, une valeur ajoutée incomparable par rapport à nos concurrents, même européens, mais nous sommes incapables de valoriser cette demande, qu'elle soit intérieure ou issue des pays émergents. Pour ces raisons, il n'est pas utile de se corréler pour savoir si la réponse apportée à ce défi doit être biologique, écologiquement responsable ou capable de conjuguer rentabilité et préoccupations environnementales. Tous les leviers de la reconquête de ces parts de marché devront être activés. Alors oui, je déplore cette utilisation abusive du champ lexical de l'écologie, comme si l'agriculteur français n'avait que faire de ses préoccupations. Cependant, je me dois de souligner une omission. Vous basez une part substantielle de votre texte, Monsieur le ministre, sur cette notion d'agroécologie. Pourquoi pas, dans ce cas, encore aurait-il fallu en donner une définition précise qui ne se limite pas à évoquer une diminution de la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. En ce qui concerne la création du GI2E, nous sommes là encore perplexes. Aussi, l'objet de notre critique ne portera pas sur la mesure elle-même, mais sur sa mise en œuvre. Monsieur le ministre, quelles sont ces majorations dans l'attribution des aides publiques dont pourront bénéficier ces exploitants agricoles? L'article 3 est pour le moins silencieux. Quoi qu'il en soit, il s'agit de promouvoir des modes de production agricole de manière incitative et non de manière coercitive. Or, c'est justement tout l'inverse de l'article 4. Cet article introduit notamment le bail environnemental. D'un point de vue opérationnel, on se rend très vite compte que ces dispositions réduiront l'accessibilité du foncier agricole. Fort heureusement, l'examen en commission a conduit à l'adoption d'un amendement de notre rapporteur Didier Guillaume, qui vise à n'étendre le bail environnemental que s'il s'agit pour le bailleur que de nouvelles pratiques qui ne régressent pas par rapport à l'existant. Malheureusement, tous les exploitants agricoles, lors de la conclusion du bail, ne seront pas en mesure de satisfaire les clauses présentes dans le bail, même si ces clauses ont été respectées par un autre exploitant. Voilà, vous avez pu suivre la suite de l'examen du projet de loi sur l'agriculture. On en reparle bien sûr ce soir dans 24 heures Sénat, présenté par Delphine Girard.